pouvez penser que Netanyahou était excellent, vous pouvez vouloir du laisser-faire, vous pouvez vouloir une autre politique, peu importe. Il faut un changement. Le changement en lui-même est vital. Si vous n'avez pas de changement, eh bien finalement, la société ne va pas croître et il y aura de plus en plus de corruption. Nous avons le plaisir de retrouver, cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, la professeure Élise Bréziz. Élise, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, on va parler avec vous des enjeux économiques du nouveau gouvernement. Vous avez publié, je crois, dans le Calcaliste, un éditorial sur ces défis, ou en particulier en fait, la nécessité de rassénérer, on va dire, l'économie israélienne. Vous parlez de caillots de sang dans un corps qui se serait bloqué pendant les 2 dernières années. Quels sont ces caillots qui ont empêché le gouvernement d'agir en matière économique? Alors, il y a les effets à long terme et les effets à court terme. Alors, à très court terme, le problème de l'économie israélienne n'est pas un problème de caillots de sang, mais vraiment le problème, d'un chômage chronique, et nous ne savons pas vraiment les données, mais la Banque d'Israël vient de publier hier ses propres données, et on pourrait penser qu'à la fin du mois de juillet-août, on se retrouve actuellement, on est à peu près peut-être à 8-9%, on pourrait se retrouver quand même vers 6-7%, ce qui ne serait pas trop mal. Le grand problème, ce sera le déficit. Nous avons donné à tout le monde des sommes énormes, plus de 160 milliards, et donc maintenant qu'il y a beaucoup moins de chômage, et maintenant qu'on est sorti du problème du Covid-19, il faut espérer qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes, eh bien, il faut maintenant penser à plus long terme. Et donc, on a le problème de, la dette, et deuxièmement, le déficit. Et l'idée, alors là, les économistes ne sont pas toujours d'accord. Certains pensent qu'il faut baisser très vite le déficit, d'autres beaucoup plus lentement. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit lentement baisser le déficit parce que les taux d'intérêt sont bas et donc il ne faut pas augmenter les impôts, mais ce qu'il faut, c'est baisser lentement le déficit en augmentant les dépenses ne vont pas trop augmenter. C'est ça la grande idée de ce que j'ai présenté. Et à propos de la circulation du sang, je me suis servi de la théorie de Pareto, que des personnes qui nous écoutent certainement connaissent, parce que Pareto est très connu en France, la circulation des élites. Et la circulation des élites, ce qu'il faut faire, c'est essayer, comme le sang doit circuler, de la même manière, les élites doivent circuler. Et donc, qu'est-ce que sont les élites? Que sont les élites exactement? Alors voilà, les élites politiques. Par exemple, vous pouvez très bien, il y a certainement... C'est-à-dire il faut un changement de sang, il faut changer de temps en temps. Un changement, absolument. C'est-à-dire, vous pouvez penser que Netanyahou était excellent, vous pouvez vouloir du laisser-faire, vous pouvez vouloir une autre politique, peu importe. Il faut un changement. Le changement en lui-même est vital. Si vous n'avez pas de changement, eh bien, finalement, la société ne va pas croître et il y aura de plus en plus de corruption. Et c'est vrai pour le gouvernement, comme c'est vrai pour des compagnies. Et donc, le fait qu'en Israël, pendant 12 ans, nous n'avons pas eu de changement, eh bien, c'est très problématique. Et donc, ce changement en lui-même a déjà une possibilité de nouvelle croissance. Même si, sans changement, eh bien, l'économie était dans une situation florissante avant le corona en particulier. Oui, mais vous vous rappelez, on avait parlé du court terme et du long terme. Oui. C'est vrai qu'on avait, grâce au fait qu'on s'en était sorti par les vaccins, et là, c'est vraiment le gouvernement d'avant qui nous a permis d'avoir tous ces vaccins, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais d'un autre côté, vous aviez des politiques qui donnaient de l'argent aux Haridim et qui ne permettaient pas, par exemple, la croissance. Il y avait besoin d'un changement de pensée aussi politique
Et là maintenant, peut-être le changement le plus important qui se fera, c'est d'obliger les Haredim à avoir une éducation minimale à tous les niveaux. Parce que sans cela, eh bien, on ne peut pas croître. Alors, c'est important ce que vous dites, parce que c'est le premier lien direct entre économie et social que vous faites là, mais c'est le seul lien, c'est le seul défi, s'occuper des orthodoxes, ou il y en a d'autres au niveau social, parce que on le sait, derrière certaines perspectives très florissantes, y compris aujourd'hui, eh bien il y a toujours dans l'État d'Israël, il y a une partie de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Là aussi, comment fait-on pour essayer de combler le fossé entre très riches et très pauvres? Écoutez, à propos de ce fossé, ce qui a certainement de pire actuellement, c'est le fait que le prix des appartements augmente beaucoup. Oui. Et là-dessus, il y a deux grandes raisons. La première, c'est qu'on ne construit pas assez. Et là, vraiment, il faut un changement de politique et le gouvernement d'avant n'a vraiment rien fait. Alors là, il faudra vraiment prendre une décision. Le gouvernement d'avant, c'est lequel? C'est le gouvernement... C'est Netanyahou. C'est le gouvernement... Non, parce que le gouvernement Netanyahou, justement, c'est peut-être l'une des raisons aussi, c'est qu'il s'est attelé avec le ministre, avec Moshe Kahlon à l'époque, à faire le fameux projet d'Ira la... Absolument. La Mishtaken, oui, mais tout le monde, tous les économistes étaient contre, puisque on a un problème de construction. Vous voulez donc augmenter l'offre et en fait ne pas augmenter la demande. Mm-hmm. Et qu'est-ce que Kahlon? Il a augmenté la demande et il n'a pas augmenté l'offre. Et donc, on se trouve, après sa politique, dans une situation bien pire. C'était vraiment le gros problème du gouvernement précédent. C'était parce que pour le reste, on peut dire que la politique était excellente, mais pas la politique de Kahlon à propos de la construction. Et le second point, et on ne peut pas... On a dit, j'entendais ce matin même le professeur Yaron, le gouverneur de la Banque d'Israël, qui disait en fait quelque part, on s'est endormi sur certains lauriers autour de ce projet. On pensait que ça avait définitivement fait baisser les prix. Ah non, pas du tout. Il est très gentil et il est très politiquement correct. Si vous vous rappelez, la plupart des économistes ont dit que c'est une très mauvaise politique. Parce que c'est une politique à court terme de faire en sorte que vous baissez les prix, mais de façon pas permanente du tout. Donc ensuite, dès que vous arrêtez, et en plus, ça nous coûte, cette politique nous a coûté entre 5 et 20 milliards. Ce n'est pas clair, mais c'est une somme vraiment énorme. Alors, je voudrais avoir votre appréciation. Je voudrais avoir votre appréciation, vous qui êtes une experte, sur le fait que dans ce nouveau gouvernement, le ministre des Finances, c'est Avigdor Lieberman, le président de la commission des finances, c'est un membre du parti Israël Beiteinu. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que toutes les finances de l'État d'Israël, on va dire le coffre-fort de l'État d'Israël, soient entre les mains d'un homme comme Avigdor Lieberman ou d'un parti comme Israël Beiteinu? C'est vrai que d'un point de vue éthique, ce n'est peut-être pas le mieux. Mais nous avons souffert du problème que c'était toujours aux mains des ultra-religieux qui bloquaient et qui demandaient toujours tous les budgets. Non, c'est pas exactement... la commission des finances était entre les mains des orthodoxes, mais le ministère des Finances était toujours entre les mains en général du parti au pouvoir. Absolument, mais vous aviez toujours un vice-ministre qui était toujours ultra-religieux. Donc, en fin de compte, nous avons vécu là pendant des années où tous les fonds passaient énormément vers les ultra-religieux. Nous allons actuellement essayer de faire un peu le contraire. Et si vous voulez, ce n'est peut-être pas idéal à long terme, mais il faut, quand vous avez toujours mené la barque vers un côté, là maintenant, il faut un peu la faire passer à l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la politique de Netanyahou, on la connaissait, c'est une politique ultra-libérale. Qu'est-ce que ça veut dire là, passer dans un autre côté? Vous avez tout à fait raison. Je ne parle pas du tout de... La politique libérale va continuer puisque Bennett est encore plus
Singapour. Donc là, il n'y aura pas de changement. Le changement, ce sera où vous donnez les fonds. Est-ce que vous les donnez pour les ultra-religieux ou est-ce que vous allez vraiment essayer d'augmenter les infrastructures? Et ce que Lieberman veut faire, c'est de mettre à fond tous les fonds du côté de l'infrastructure et d'arrêter de donner de l'argent à des groupes qui sont des groupes avec du pouvoir. C'est ça son idée. Donc de ce point de vue-là, même si éthiquement il y a peut-être un problème, on sait que sa politique va être une politique vraiment que la plupart des économistes vont être d'accord. Le gouvernement, dans quelle mesure il va souffrir dans un premier temps au cours des prochains mois de ce qui s'est passé au moment du coronavirus. Vous parliez tout à l'heure du chômage d'un taux de 8-9%. Il est résultant de cette épidémie parce qu'il était avant quels sont les autres, on va dire, les autres pièges, les autres mines économiques qui se dressent sur la voie de ce gouvernement? Bon, d'abord, c'est la mine essentielle, c'est-à-dire c'est vraiment le problème essentiel, c'est qu'on va regarder maintenant qu'on a fini de donner du khalat, on va regarder les données sur le chômage, de discussions que nous avons eues entre tous les économistes la semaine dernière, le 7 juillet, nous avons eu une conférence avec tous les économistes. Eh bien, nous pensons que nous arriverons à la fin de 2021 à peu près 6% de chômage. Alors, c'est plus élevé que le 3,4 qui était le taux de chômage avant le corona, mais ce n'est pas trop élevé. Pensez qu'en France, même avant le Covid-19, ça l'était beaucoup plus. Donc, mais on a peur. Voilà le problème, c'est qu'il y a un changement de technologie dans le monde entier. Oui. C'est ce que nous avons compris. Et donc, nous ne sommes pas sûrs que les jeunes et les personnes âgées, c'est ça les deux points, les personnes adultes plus, vont retrouver du travail facilement. C'est ça la grande question, puisque nous devons donc peut-être donner plus de formation. Et là-dessus, le gouvernement est prêt à faire face à cette grande question de long terme, c'est-à-dire changement de technologie, que faites-vous? Et effectivement, le high-tech est très clairement le secteur important dans l'économie. Et là-dessus, Bennett comprend tout à fait. Et nous passerons certainement à ce que les universités et les michlaalot devront enseigner beaucoup plus tout ce qui est lié au high-tech pour faire baisser le taux de chômage à long terme, ce que nous appelons le chômage chronique. Eh bien, on a bien compris ces enjeux de ce gouvernement. Au moins, réduire ainsi le taux de chômage, c'est un point important. Réduire le déficit budgétaire. Merci beaucoup, professeur Élise Brézis, de nous avoir éclairé sur ce dossier important. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.